chers collègues, pour cette brillante intervention qui nous a fait le voyage exactement en Afrique de l'Ouest, le Nigeria. Vous avez soulevé les contradictions qui incarnent cette puissance, ce géant boiteux. À la fois, ce pays dispose de certaines potentialités, portant sur la démographie, portant sur ressources naturelles, à savoir le gaz parmi d'autres, sur son poids à l'échelle africaine continentale et son poids aussi au niveau de la CEDEAO. Je rappelle que le Nigeria est un pays fondateur de la CEDEAO et c'est un pays aussi leitmotiv donc, de cette CER, mais en même temps donc, ce pays donc, incarne donc, certaines limites et certaines faiblesses qui portent sur des problèmes liés à la mauvaise gouvernance, liés à la corruption, liés à l'inégalité aussi encore entre le Nord et le Sud, auquel j'ajoute aussi le grand problème que vous avez soulevé à la fin de votre intervention, à savoir le problème de l'insécurité lié au Boko Haram. Donc, sans transition, donc, on ouvre donc, le débat. Donc, je m'adresse à tout le monde, en particulier aux doctorants. Donc, c'est très intéressant ce que nous avons écouté donc, depuis tout à l'heure. Donc, vos réactions, s'il vous plaît, vos questions concernant les trois interventions. Premier intervenant, sur le MES. S'il y a un premier. Ah, pardon. D'accord, donc le deuxième. D'accord. On a besoin de deux. Troisième, ça c'est le Il nous faut un doctorant, voire une doctorante, voire deux. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Ah oui, si vous voulez. Et encore la tranche, oui. Votre nom? Oui, d'accord. Une demoiselle, peut-être, pour clôturer. Oui, votre nom? Madame Marc, parfait. Le professeur Younes, c'est vous la parole pour poser votre question. Moi, je suis tellement ravi de participer à ce colloque très intéressant qui est organisé par Terre de Suisse. Je remercie notre doyen, notre cher doyen sur la table. Je remercie l'Institut prestigieuse de géopolitique appliquée, que je la suis quotidiennement sur les réseaux sociaux. Alors, la problématique liée à l'Afrique mérite une réflexion polydisciplinaire. On devrait s'inspirer des concepts de droit international, relations internationales, droit constitutionnel comparé, sciences politiques. Pourquoi? Parce que les crises sont transversales. Je suis marocain, je suis de l'Afrique. Lorsque j'étudie l'Afrique, je ne comprends pas de quoi il s'agit. Quelle est la cause, ou bien la cause principale de la crise en Afrique pour qu'on fait des recommandations comme solution clé à la crise? Est-ce qu'il s'agit réellement d'une crise de développement? On a des ressources qui ne mènent pas vers le développement. Est-ce qu'on a une crise de gouvernance? Donc, ça veut dire qu'il y a une crise institutionnelle. Est-ce qu'on a une crise démocratique? Donc, on parle des crises politiques. Est-ce qu'on a des crises économiques? On est surendetté sur le plan africain. Est-ce qu'on a des crises sécuritaires? On a des difficultés de contrôler les frontières au niveau des différents États au niveau de l'Afrique. Et notre crise est liée au contexte géopolitique mondial.
il y a des intérêts stratégiques de superpuissants. Les États-Unis, la France, la Russie, l'Iran, la Chine. L'exemple de l'Iran, est-ce que le décès du président de l'Iran, est-ce qu'il va impacter ce qui se passe en Afrique? Le Nigeria, c'est un pays qui est incapable d'assurer une autosécurité interne. Ensuite, l'actualité internationale, il y a des enlèvements, des centaines d'enlèvements chaque jour. Ce qui se passe au Togo. Il y a une forme de réforme anticonstitutionnelle pour que le président persiste au pouvoir. Donc, la question est très simple. Comment agir pour profiter des leçons de l'histoire? En tant que vous êtes historien des relations internationales, comment on pourrait agir? Sur quel niveau on agit? Merci infiniment et à la prochaine séance, Inch'Allah. Merci. Donc, je passe la parole au professeur Makala pour poser des questions. Merci beaucoup. Une question pour gagner du temps, je vais la poser aux trois intervenants. La première, comment est-ce que l'Afrique a su capitaliser la présidence des Nations Unies par ses deux enfants, Boutros Ghali et Kofi Annan? Les résultats de ces présidences, est-ce qu'ils se sont traduits dans une réalité concrète aujourd'hui? On a dit pas vraiment. Deuxième question, vous avez dit, chers collègues historiens, que la jeunesse appartient, l'avenir, pas l'avenir, le présent, pardon, appartient aux jeunes, excusez-moi. Et j'ai un peu dit tout à l'heure, quand on voit le nombre de jeunes Africains qui vont mourir en Méditerranée, j'ai envie de vous demander comment est-ce que ces jeunes Africains, que faire pour que ces jeunes Africains puissent se saisir de toutes les potentialités de l'Afrique que nous décrivons ici, pour qu'ils prennent leur destin en main. Et j'avais une question sur le Nigeria, mais le collègue qui a parlé avant moi l'a un peu soulevé. Chers collègues, le Nigeria est ce grand géant au pied d'argile. Comment est-ce qu'il va devenir géant alors qu'il n'arrive déjà pas lui-même à, avant de montrer le voisin, commencer d'abord par nettoyer dans votre propre maison? Est-ce que le Nigeria est capable de nettoyer dans sa maison? Voilà, merci. Merci, cher professeur, pour ces différentes questions. Bon, monsieur le professeur Dugali. J'ai deux questions pour le premier panéliste, professeur Bindi. Donc, sur la question des opérations de maintien de la paix, vous avez cité le cadre universel dans lequel s'inscrit cette question. Et je pense que la charte fait référence, à travers l'article 52, au cadre régional, puisque la thématique colle parfaitement au rôle de l'Afrique dans la gouvernance mondiale. J'aimerais bien savoir si, dans le cadre de l'ONU, quels sont donc les efforts des ONT africaines qui s'inscrivent dans le prolongement de cette conception universelle. On fait un peu de zoom sur ce volet qui nous intéresse aujourd'hui. Ma deuxième question est pragmatique, à destination de mon ami et collègue Adil Moussaoui, qui concerne donc le Nigeria. Donc, je suis intéressé un peu par le rôle du Nigeria dans la construction africaine, et notamment à travers, ça pas le côté théorique, politique, à travers le côté pratique. On sait qu'il y a un pipeline, par exemple, de Nigeria, via l'Atlantique, vers l'Europe. Qu'en est-il donc de ces projets concrets qui fédèrent les Africains? Vous savez, la construction européenne est partie à travers des projets concrets, le traité de Rome de 1957. Parallèlement, on a créé la CECA, la Comité européenne du charbon d'acier. On a créé également le RATOM dans une perspective donc, de concrétisation et de coopération économique vers éventuellement une coopération politique. Donc, j'aimerais bien savoir si le Nigeria, donc, à travers
des projets concrets, pipeline, gaz, qui traversent donc l'Atlantique vers l'Europe. Est-ce que c'est, ou bien il y a d'autres projets qui peuvent fédérer plus le continent africain? Merci. Merci, professeur, pour ces questions pertinentes et de grande actualité. Monsieur Marie, c'est la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mahoul Elassa, doctorant à l'Université Hassan II de Casablanca. Alors, j'ai deux questions. La première est adressée à Monsieur Morité Camara, en fait, concernant la métaphore de la maison de Khalil avec laquelle il a commencé sa communication. En fait, malheureusement, Khalil est fini par mourir. Est-ce que finalement, ça n'est pas une vision un peu pessimiste de l'histoire de l'Afrique, enfin du futur de l'Afrique? Et puis, une petite autre question, en fait, par rapport à l'histoire de l'Afrique, en fait, il y a un événement important, enfin, je vais essayer d'être un peu court, c'est la fameuse controverse de Valladolid en Espagne, qui va donner, en fait, le statut de, comment dire, d'humain pour les Amérindiens, hein. Et comme il fallait donc trouver, on va dire, une main-d'œuvre pour remplacer les Amérindiens, eh bien, on a statué que les Africains, peut-être ne sont pas des humains. Je suis un peu pessimiste, mais bon, on dit que les pessimistes sont des réalistes qui se reconnaissent. Et puis, une question à monsieur le professeur qui a parlé du Nigeria. J'avais une question en fait d'ordre économique politique, mais finalement, je vais revenir sur en fait, les relations du Maroc avec le Nigeria et sur une dimension religieuse. En fait, on sait que le Nigeria, vous avez vous-même dit que les Hausa c'est 27%, c'est les musulmans. Ma question est très simple, comment le Maroc pourrait développer ces relations? Il l'a déjà fait évidemment, et surtout dans ce point-là en fait, parler de la sécurité spirituelle, etc. des Africains, pour consolider les rapports économiques. Vous avez parlé de pipeline, etc. Merci beaucoup. Merci. Donc, monsieur Mohamed. Bonjour tout le monde. Alors ma question elle est au professeur Moussaoui, que j'ai eu le plaisir de suivre. J'ai deux questions d'ailleurs. Vous avez parlé de l'africanisation de l'opération de maintien de la paix et sécurité en Afrique. Et compte tenu de la dépendance de l'UA et des communautés économiques régionales aux financements internationaux, peut-on réellement parler d'une africanisation? Et est-ce que cette africanisation est efficace vu que le continent africain demeure au premier classement donc, des zones les plus conflictuelles dans le monde? Et ma deuxième question, est-ce que l'existence d'une puissance régionale ne peut pas être considérée plutôt comme une des limites de l'efficacité des organisations régionales en matière donc, de maintien de paix et de sécurité? Vous avez parlé du cas du Nigeria dans le cadre de la CEDEAO. Premièrement, parce qu'en raison de la forte dépendance vis-à-vis de cette puissance par les autres États. Et deuxièmement, la possible instrumentalisation de l'organisation régionale par cette puissance pour intervenir dans les États rivaux. Et je vous remercie, monsieur, pour votre intervention. Merci, c'est Mohamed. Donc, dernière question, madame Marwa. Alors, bonjour tout le monde, je suis Marwa Khouya, enseignante-chercheur à l'ESIC, à Rabat. Je remercie nos pénalistes pour leurs interventions pertinentes. Donc, je vais être brève. Nous savons tous qu'il faut avoir de la souveraineté politique et économique afin d'imposer le respect de nos propres intérêts en Afrique. Donc, comment, en tant que pays africain, que ce soit du nord ou du sud, comment pouvons-nous équilibrer ces dynamiques internes et externes de l'Afrique pour assurer que les initiatives de gouvernance mondiale prennent en compte les intérêts et les perspectives de chaque pays d'une manière plus équitable, d'accord, et non pas donc simplement comme un théâtre d'influence des puissances mondiales. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup. Merci pour vos différentes questions qui visent bien sûr à enrichir donc, le débat. Donc, je cède la parole donc, aux panélistes par le même ordre pour répondre aux différentes questions qui leur ont été destinées. Merci.
Je remercie donc tous ceux qui ont posé la question. Je commence par la question du professeur Younes. Comment agir pour que tout le tableau que nous avons dépeint, comment agir? Je crois que la première des choses, c'est de pouvoir définir nous-mêmes nos propres solutions et nous les approprier. J'ai pris dans ma communication l'exemple de la solution de Lagos, du pacte de Lagos sur le développement de l'Afrique. C'était donc un élément qui a été élaboré par les Africains, pour les Africains, et qui donnait à l'espace de 20 ans, n'est-ce pas, une clarté dans ce qu'on devait faire et à quel moment il fallait le faire pour arriver au développement. Mais nous l'avons, les chefs d'État l'ont abandonné quelques semaines seulement après son adoption et sont passés à autre chose parce que des indications venaient donc de Bretton Woods. Et là, il y a encore de l'espoir parce que l'agenda 2023 de l'Union africaine reprend tous les éléments fondamentaux, n'est-ce pas, de ce pacte de Lagos. La zone de libre-échange ZLECAf, n'est-ce pas, l'intégration des 8 zones économiques, etc. Tout ça, c'était des éléments phares qui étaient dans cet élément-là. Ensuite, comme je dis, il faut rester solidaire à nos propres solutions. Je vous donne un exemple. Vous voyez, en ce moment, en Afrique, il y a beaucoup de problèmes de droits de l'homme. Je pense qu'ici, on a des collègues qui s'occupent de cette problématique. Mais ce qui intéresse les multinationales et les grandes puissances, c'est le droit des affaires. Le seul élément du droit où il n'y a pas de problème en Afrique, c'est le droit des affaires. Pourquoi il faut protéger les intérêts des multinationales? Donc, les sommets pour améliorer toujours le texte qui porte sur le droit des affaires ne se comptent plus. Il y a toujours des sommets de chefs d'État, d'experts, etc., de sorte que lorsque une multinationale, par exemple, s'installe à Abidjan et qu'il y a un conflit avec un partenaire en Côte d'Ivoire, que tout cela puisse être réglé selon ses intérêts. Et là également, quand on voit l'exemple, par exemple, de la démocratie, parce que nous ne nous approprions pas nous-mêmes les concepts. Au début des années 90, on nous a dit que la démocratie, c'était le multipartisme. Lorsque vous avez un parti unique, vous êtes une dictature. Alors que nous, en Côte d'Ivoire, le président Houphouët-Boigny a expérimenté la démocratie à l'intérieur du parti unique depuis 1978. Tout le monde était PDCI, mais à toutes les élections législatives ou municipales, il y avait plusieurs candidatures. Mais on nous a dit qu'il fallait le multipartisme. Après la démocratie, c'était lorsqu'il n'y a pas de mort dans les élections. Après, etc. Finalement, en nous imposant leur manière de réfléchir, on a pris les élections pour la démocratie. Lorsqu'il y a des élections dans un pays, c'est forcément un pays démocratique. Peu importe dans quelles conditions ces élections se sont préparées, comment on a sélectionné ceux qui participent à ces élections, ça ne compte pas. C'est plutôt, il y a des élections, il y a des élections. Vous avez vu le président Blaise Compaoré, il a été chassé du pouvoir parce qu'il voulait faire une réforme constitutionnelle. On lui a dit non. La constitution, c'est sacré, on ne touche pas. Et il y a eu la révolution, et quand il est parti, on a fait une succession anticonstitutionnelle, parce que la constitution qui était sacrée et à laquelle on ne devrait pas toucher, dit lorsque le président n'est pas là, c'est le président du Parlement qui assure l'intérim. Mais lorsqu'il est parti, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une succession en dehors de la constitution. Donc c'est ça. Il faut nous approprier nous-mêmes nos propres concepts et rester fidèles à ces concepts-là. La question du professeur Matara. Excusez-moi si je coche votre nom. Excusez-moi. Je dis que le présent appartient à la jeunesse et non
l'avenir. Parce que quand on voit aujourd'hui, les Européens sont dirigés par leurs enfants. L'âge moyen des dirigeants européens, c'est autour des 40 ans. Mais les Africains sont dirigés par leurs grands-parents. L'âge moyen de nos dirigeants, c'est 70, etc., etc. Donc, mais à quel moment cette jeunesse, qui est la grande majorité, pourra apporter son apport à la construction de l'Afrique avec son énergie? Quand elle aura 70 ans? Non. C'est pour cela qu'il faut que cette jeunesse puisse prendre ses responsabilités. Peut-être qu'elle la prend de la plus mauvaise manière, mais quand on vous pousse contre le mur et que vous n'avez pas d'autre solution, vous êtes obligé de faire face. Donc c'est ce que j'ai dit. Quand les gens applaudissent les coups d'État, c'est tout cela. Parce que ceux qui sont là du jour, comme s'ils sont aveugle, comme s'ils ne voyaient rien, et le professeur l'a dit, ceux qui sont habitués à ne rien espérer sont obligés de prendre des risques et de mourir dans la Méditerranée. Voilà. À M. Mali qui dit que Khalil est mort. Oui, sa mort, je pense que symbolise la mort du passé. La mort du passé de ces relations corrosives entre l'Afrique et les autres. Et il faut aller maintenant de l'avant et prendre un nouveau départ. Concernant la controverse des Valadouri, le père de la Cassas, quand on lit les documents, il n'a pas expressément suggéré qu'on utilise les Africains à la place des Indiens. Lui, il défendait plutôt le droit des Indiens. Bien sûr, en défendant le droit des Indiens à ne pas être utilisé comme main-d'œuvre, il laissait donc la possibilité à utiliser d'autres personnes. On avait utilisé d'abord des prisonniers qu'on a envoyés, ensuite des gens qu'on enlevait dans les ports pour les envoyer, ensuite des gens qui sont partis avec des contrats, mais tout cela, ils n'ont pas pu tenir. Et donc, les gens voyaient que les Africains, ils avaient quand même de la ressource et assez de force pour pouvoir tenir. C'est pour cela que la traite est venue directement puiser le capital humain sur le continent. Maintenant, Madame Marois a posé la question, excusez-moi, comment donc équilibrer les relations de l'Afrique avec ses partenaires? Vous voyez aujourd'hui les sommets Afrique-Russie, Afrique-Turquie, Afrique-Italie, Afrique-Iran, etc. sont nombreux. Donc l'Afrique apparaît comme une jeune fille qui est courtisée par tout le monde. Donc c'est à elle maintenant de pouvoir transformer en levier diplomatique et politique le fait qu'elle est courtisée partout pour pouvoir imposer, n'est-ce pas, également les règles du jeu. Et c'est tout. Mais ce n'est pas avec ces personnes qui se comportent comme des représentants des commerces qu'on va arriver. Il faut une nouvelle génération et nous sommes à un moment où nous sommes dans une période de transition sur le plan politique et intellectuel entre cette vieille garde de politiciens et les nouveaux qui arrivent. Et donc ça, c'est tout l'espoir que nous avons. Voilà, je vous remercie. Je pense que c'était toutes les questions qui m'étaient posées. Merci. On m'a posé personnellement 2 questions, hormis les questions générales. La première, comment l'Afrique a su capitaliser les contributions de ses 2 ressortissants, sinon de ses 2 fils, Boutros Boutros-Ghali et Kofi Annan? Déjà souligné que ma communication n'était pas axée sur la contribution de Boutros Boutros-Ghali et Kofi Annan, voir leur impact sur l'Afrique du point de vue du secrétariat général, mais leur contribution au sein du secrétariat général. Mais qu'à cela me tienne, et je pense peut-être parce que je n'ai pas abordé ce côté, les défis
Ce que plusieurs personnes ignorent, c'est que l'intervention des Nations Unies au Rwanda, Boutros Ghali a milité officieusement dans les arcanes de l'ONU pour que les Nations Unies agissent immédiatement. Il n'a pas été écouté. Et comme je vous l'ai dit, les États souhaitent, ils voient le secrétaire général d'une part comme un exécutant, mais d'autre part, ils veulent lui donner d'autres fonctions. Et lorsque un secrétaire général se lève pour dire « Ok, je vais assumer cette fonction d'être aussi bien soumis et dynamique, aussi bien effacé et entreprenant, mais aussi discipliné et imaginatif », les États membres du Conseil de sécurité, le plus souvent les P5, les 5 membres permanents, ne le souhaitent pas. Personne ne le sait, ou plus ou moins quelques-uns, les journalistes et les spécialistes, mais il a milité pour que les Nations Unies interviennent au plus vite. Nous savons le chaos qu'a eu le Rwanda, mais aussi bien avant la Somalie. Et nous savons qu'il y a une règle non écrite aux Nations Unies. Les secrétaires généraux doivent faire 2 ans. Il n'a pas fait 2 ans. Il doit faire deux mandats. Il n'a fait qu'un seul. Tout simplement parce que c'était une personnalité gênante pour les intérêts américains. Parce que c'est vrai, d'une part, il avait déjà dans son pays participé à la résolution de la crise du canal de Suez, et ils se sont dit, bon, lui, il va peut-être plus militer pour l'Égypte au sein de l'organisation que pour les intérêts de l'organisation. Pour ce qui est de Kofi Annan, au début, il semblait soumis, comme on dit, béni lui avec les Américains. Après le 11 septembre, lorsque les États-Unis ont adopté leur nouvelle doctrine de sécurité avec le Patriot Act, tout a changé. Et là, Kofi Annan, voulant s'interposer contre l'intervention en Irak, on ne l'a pas écouté. Et à partir de là, son sort avait en griffe été scellé, et même ces réformes de 2005 qu'il a proposées, notamment la réforme du Conseil de sécurité, ça n'a jamais été écouté. Il faut quand même rappeler que ce soit Boutros Ghali ou Kofi Annan, les deux voulaient une représentativité ou une représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité. Donc il fallait quand même souligner ces points, même si on pense de manière générale que Boutros Ghali et Kofi Annan s'occupaient d'autres choses et n'avaient pas d'intérêt pour l'Afrique. Et je termine pour répondre à cette question, que la création du Fonds mondial pour lutter contre le VIH-Sida et les autres maladies infectieuses a été exprimée à Lagos, au sommet mondial des chefs d'État de l'OUA à Lagos, et c'est au sortir de là, en 2002, que le Fonds mondial a été créé. Parce que Kofi Annan avait exprimé ce besoin. Et nous savons que le Fonds mondial pour lutter contre le sida, c'est plus tourné vers l'Afrique. Donc d'une manière générale, peut-être pas de manière significative, mais ils se sont débrouillés, voilà. Si je peux m'exprimer ainsi. Sur la deuxième question qui m'a été posée, sur les opérations de maintien de la paix multidimensionnelle, il faut dire que l'agenda pour la paix et le rapport Brahimi, dans le rapport du groupe des hautes personnalités pour les opérations de la paix, a mis en place plusieurs concepts, une manière de voir autrement les opérations de la paix, ce qui a été repris en 2008 dans la doctrine Capstone. Et aujourd'hui, les Nations Unies fonctionnent avec les opérations multidimensionnelles.
Nous allons citer quelques-uns déjà. En 1999, vous avez la résolution 1157 de la MINURCA qui a autorisé la MINURCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique. C'était une mission multidimensionnelle. Vous avez la MINURCA, dont la mission des Nations Unies au Tchad et en Centrafrique en 2008-2009. Vous avez la MONUSCO en RDC, la MINUSMA au Mali et la MINUSCA en Centrafrique. Donc il faut dire ici que de manière générale, les acquis de Gali et Annan se retrouvent dans le corpus même des OMP multidimensionnels. Même le rapport IIPO de 2015 n'enlève pas ces acquis. Au contraire, il suit le schéma tracé par Gali et Annan. Pour ce qui est des autres questions, comment équilibrer les relations entre l'Afrique et les autres, ou comment assurer que les initiatives de l'extérieur n'influent pas l'Afrique? Il faut tout simplement dire que c'est d'abord une question de volonté. Une question de volonté, une question de vision, de perspective. C'est d'abord ça. Je vais vous prendre l'exemple d'un pays pour que vous compreniez. Et je vous prends l'exemple de la Russie. Au sortir de la guerre froide, les Russes sont, je peux dire, marginalisés. Ce sont les parias des relations internationales. Sous Boris Eltsine, ils sont quasiment larisés sur la scène internationale et partout. Mais à partir de 2000, on a une nouvelle personne qui vient comme Premier ministre, Vladimir Poutine, et là, ils adoptent une nouvelle orientation de politique étrangère et de sécurité nationale. Ils mettent des piliers. Ça repose sur des piliers bien identifiés. Et ils tracent leur voie sur ces piliers-là. De 2000 en 2005, ils travaillent en interne. Et à partir de 2006 à 2012, Medvedev effectue une tournée africaine où il vend la nouvelle vision de la Russie. La Russie se prépare. De 2012 à 2015, la Russie renforce son image de marque, sa notoriété en Afrique. Une fois qu'elle a assuré, elle a été convaincue maintenant qu'elle peut se lancer, les gens ont vu l'invasion de la Crimée en 2015. La Russie s'est préparée. Et qu'est-ce qu'on a vu après la Crimée? Les sanctions. Mais nous savons tous, les juristes le savent, moi-même politiste, je le sais, et tout le monde, les sanctions ne valent absolument rien, c'est pour un temps. Mais ça ne va pas à long terme. Et la Russie le savait pas, parce que dans tous ces documents, elle a prévu stratégiquement, si on fait tel acte, comment la communauté internationale peut réagir. En 2017, elle a adopté une nouvelle politique de sécurité nationale. Et à l'intérieur, elle a encore précisé ces éléments. Lorsque la Russie décide d'attaquer l'Ukraine, ce que certains appellent l'agression, et elle-même, elle dit l'intervention, elle savait qu'on devait forcément appliquer des sanctions. Mais la Russie a ouvert depuis des années un fonds spécial pour gérer ce moment-là. C'est-à-dire, si on bloque ces fonds, si on punit ces entreprises, elles peuvent se relever. Donc vous voyez, c'est presque 20 ans de stratégie, de conception, de perception. Et aujourd'hui, ce sont les Européens, les autres qui sont en train de voir dans quelle mesure il faut arrondir les angles. On est en train de diaboliser la Russie en disant ils vont perdre la guerre, etc. Mais moi je pose la question, savez-vous depuis combien d'années la Russie s'est préparée? En 2023, je rappelle son rapport, sa politique étrangère de mars 2023, elle a encore précisé sa vision, et je termine par là. Donc vous voyez, c'est presque
23 ans, et ils ne sont que dans la prospective. Ils pensent tous les jours comment faire pour déjouer. Et pour ce qui est de l'Afrique, j'ai écrit quelques contributions dessus sur la conception de la Russie en Afrique. Et la Russie se base sur ce qu'on appelle les États faillis ou les États fragiles. Regardez où la Russie est implantée. Ce n'est pas ici au Maroc, parce que le Maroc n'est pas un État fragile, mais tous les États fragiles sont des terrains de jeu pour la Russie. Tout simplement pour vous dire, pour que l'Afrique sorte de là, il faut d'abord une volonté personnelle, une conception des États à long terme et qui mettent des moyens et non des vœux pieux, etc. Je vous remercie. Alors, brièvement, Monsieur le Président, parce que le modérateur m'a averti que le moment de déjeuner appelle. Donc, je vais réagir spécialement sur la question du professeur Matala. Le professeur Matala, il a posé une bonne question et là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut d'abord balayer chez soi, avant bien sûr de matérialiser et d'asseoir son rôle de leadership. Et d'ailleurs, je l'ai dit dans la conclusion, le Nigeria devra apporter bien sûr des réponses bien sûr sur ces dysfonctionnements en matière de sécurité interne et de croissance. Alors, quant à la question de la relation entre le Maroc et le Nigeria, si nous voulons faire une évaluation objective, on peut dire que cette relation aujourd'hui, elle est au beau fixe. Pratiquement, le Maroc, il a tenté en quelque sorte de dissocier le Nigeria, disons, de ce trio composé par l'Afrique du Sud et l'Algérie, y compris le Nigeria, dans un premier temps. Et là, je rejoins bien sûr la question de mon ami professeur Ikdari sur le projet de gazoduc. C'est un projet qui relie le Nigeria et le Maroc, et c'est un projet qui est porteur et peut ouvrir d'autres perspectives, bien sûr, en termes de cette relation. Donc, en dépit, bien sûr, de la contrainte du temps, je m'arrête ici, Monsieur le Président, et merci pour vos réactions tous. Merci beaucoup.